Bonjour, eh bien je vous accueille dans ce lieu assez joli, je dois dire. Nous sommes à Safaga, en Égypte, et je profite d'un séjour de vacances de plongée pour faire cette vidéo sur parents réels et parents symboliques. Voilà, bon, vu les conditions, je fais un petit clin d'œil pour l'entrée de la vidéo, mais pour le reste, je ferai ça demain matin au bord de la mer, ce sera aussi sympa et la lumière sera quand même un petit peu meilleure. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain matin. À bientôt. Bonjour, eh bien comme promis hier soir, je reviens au bord de la plage pour travailler sur cette vidéo parlant des parents réels et des parents symboliques. Donc je vous fais une petite vue sur le port, voilà, et les bateaux qui s'apprêtent à partir pour la plongée. Alors je vous rappelle que je remettrai en indice les vidéos qui préparent un petit peu ce que j'ai dit sur la notion de parent, notamment le fait que j'ai déjà parlé du conseil de déloyauté vis-à-vis des familles, tout simplement pour éviter de succomber à son destin. Moi j'appelle le destin quelque part tous les fils dont on hérite, qui nous soutiennent, que ce soit d'ailleurs qui viennent d'avant notre naissance ou d'après notre naissance, et toutes les influences culturelles, familiales, on hérite de tout un tas de choses. Et c'est pas ni bon ni mauvais, c'est juste que là-dedans, j'espère que on nous laisse la possibilité d'un choix, la possibilité, comme je dis souvent aux personnes, mais encore plus aux enfants, d'aller au marché et de choisir ce dont ils ont envie d'hériter et ce dont il faut qu'ils se méfient. Et donc justement, si l'on n'héritait que de ses parents, eh bien ce serait quand même extrêmement limité. C'est-à-dire que mon père avait une expression qui était rigolote, qui disait la plus belle fille du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Je trouvais ça finalement résumé assez bien. Et si vous regardez bien d'ailleurs, ces notions de famille telles qu'on nous les présente aujourd'hui, comme si c'était une évidence et une obligation, notamment, j'ose le dire, un papa, un maman pour élever un enfant, c'est quand même une vision, pour le moins en dehors de tout aspect moral et religieux, extrêmement étriquée de la réalité du monde humain dans lequel nous arrivons aujourd'hui, parce que historiquement il est très loin d'être évident que nous ayons été tous élevés, tous, j'entends les êtres humains, par un papa et une maman. Pourquoi? Parce que tout simplement il y avait énormément de gens jeunes qui décédaient, et donc il fallait bien que les enfants soient élevés par d'autres personnes. Et cela fait fi de modes de vie et de modes d'éducation qui en valent bien d'autres, qui ont cours dans tout un tas de pays au monde, où par exemple les enfants ne sont pas élevés par un père et une mère, voire ne savent pas forcément, notamment qui est leur père. Hein. Vous avez dans certaines structures familiales, les enfants sont la plupart du temps de pères différents et sont élevés dans par exemple un groupe de pères, un groupe d'hommes en réalité, voilà, plus qu'un groupe de pères. À partir d'un certain âge, ils sont censés appartenir à un groupe d'hommes et pratiquement ils ne fréquentent plus leur mère que de façon, comment je dirais, générique. C'est-à-dire ce n'est plus leur mère qui les élève, leur père qui les élève, mais plutôt des groupes d'hommes et de femmes. Voilà, je crois que c'est quand même extrêmement important à dire. Et encore aujourd'hui, ça prévaut dans certaines cultures, ça n'a pour en rien rendu les gens malades. Et là, je me permets de dire qu'à titre personnel, et en tant que psychologue clinicien, je prends une certaine distance par rapport à la psychologie freudienne, qui elle aussi s'est basée sur un modèle de structure familiale extrêmement traditionnel. Après, il faut remettre dans le contexte. Moi, je ne suis pas et de très très loin aussi critique sur Freud que beaucoup, notamment Michel Onfray dans une véritable diatribe, et d'autres, hein, livre noir de la psychanalyse, etc. Je ne suis pas là-dedans, je pense qu'il y a des très bonnes choses dans les concepts psychanalytiques. Cela dit, il faut remettre ça juste dans son contexte, comme n'importe quoi. Il y a des effets de contexte. Freud était dans la bourgeoisie viennoise
de l'époque. Il a déjà des choses extraordinairement novatrices. Et il était, bien là encore, je reviens à ce que je disais tout de suite, modelé par une structure historique, familiale, culturelle, qui peut-être ne lui permettait pas de dépasser un certain nombre de visions de la façon dont on peut être élevé. Alors j'espère, et quand je dis j'espère, je suis loin d'en être convaincu, qu'aujourd'hui on puisse se permettre, à titre individuel, voire collectif, d'avoir une plus grande liberté dans nos choix éducatifs. En tout cas, moi, c'est ce que je vous invite à faire. Et alors, évidemment, comme me disait une patiente il n'y a encore pas longtemps, oui, je prends conscience que la façon dont j'ai été élevé, mes héritages familiaux sont loin d'être des idéaux auxquels je voudrais coller et ressembler. Mais maintenant, je fais comment? Et ben en fait, c'est pas dans la théorie si compliqué que ça. Je pense qu'il faut faire la distinction entre les parents réels, nos vrais parents, nos parents génétiques, voire pour des personnes qui auraient été adoptées, nos parents, les deux parents dans la structure traditionnelle française qui nous auraient élevés. Je dis traditionnelle française évidemment, elle est de plus en plus en train de se modifier. Et je pense tant mieux, mais je pense que c'est extrêmement important de considérer que nous n'ayons pas que un parent, deux parents pour nous apprendre toutes les choses dont on a besoin de savoir pour devenir un adulte au sens symbolique du terme. Et donc en ce sens, j'ai un conseil finalement assez simple, c'est d'avoir des héros. C'est avoir des héros, déjà aussi de regarder les personnes tout simplement autour de nous, ordinaires, qui peuvent créer modèle, qui peuvent nous inspirer et faire que nous puissions avoir des choix, un choix un peu plus large que celui uniquement des parents qui nous ont mis au monde, voire qui nous élèvent. Donc petits ou grands, je crois que nous avons besoin d'avoir des références différentes et notamment, je dirais, symboliques. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes réelles là aussi, des oncles et tantes, des voisins, des voisines, des moniteurs sportifs, des moniteurs monitrices sportifs, des gens autour de nous qui peuvent nous aider à enrichir en fait l'ensemble des modèles éducatifs parentaux qu'on pourrait avoir. Et je pense qu'il y a aussi tout simplement ces héros, pourquoi pas, de BD, de films, tout un tas de supports qui peuvent avoir des qualités que l'on aimerait avoir ou des modes de vie auxquels on aimerait adhérer en particulier. Je me demande toujours un peu à titre personnel ce qui a pu me pousser à avoir autant le goût des voyages, hein, j'en parle aisément aujourd'hui, et autant le goût par exemple de faire des choses sportives, sachant que dans ma famille c'était pas forcément le plus commun. Et bien je me suis aperçu de façon d'ailleurs assez rigolote que je pense que la lecture des albums de Tintin a énormément joué. Même si on peut dire beaucoup de choses sur ce petit personnage et je reste avec le recul critique sur énormément de choses par rapport à Tintin, mais en tout cas je pense que ce petit personnage a énormément joué dans la façon dont j'ai organisé ma vie et dont j'ai vécu jusqu'à présent et encore aujourd'hui en étant à Safaga en Égypte au bord de la plage. Je trouve que c'est plutôt sympa. Vous voyez, on a tendance un petit peu à moquer le fait que, par exemple, les enfants puissent avoir des posters de telle ou telle vedette, de tel ou tel acteur, de tel ou tel groupe de musique, etc., etc. Et d'ailleurs, si j'osais le dire un petit peu dans mon style un peu direct et un peu piquant, je dirais que je crois que les parents, au fond d'eux-mêmes, ont peut-être un petit peu la trouille parce que justement quand ils voient tout d'un coup ces personnages envahir la chambre de leurs enfants, ils s'aperçoivent que eh bien, ils ne sont pas les seuls à pouvoir inspirer leurs enfants, quelquefois un peu pour le meilleur et pour le pire, mais j'ai pas envie de classer les choses comme ça. J'ai envie de dire qu'après tout, des images pas forcément positives, j'en veux pour avoir effectivement, je pense, été beaucoup inspiré par les lectures de Tintin, n'ont pas fait de moi de quelqu'un de ni du tout colonialiste, ni du tout un poil raciste, ni du coup
quelqu'un qui n'est pas dans un univers féminin et qui refuse l'univers féminin, à part la Castafiore, mais c'est quand même un petit peu spécial. Au contraire, je pense que c'est très important de s'enrichir de différents modèles, de différentes cultures, et certains de ces modèles peuvent être des contre-modèles. Voilà. Pour l'anecdote, par exemple, j'ai souvent coutume de prendre des exemples qui viennent de ma grand-mère et qui était capable de dire tout un tas de choses absolument invraisemblables et parfois pas très sympathiques. Et moi, je me revois assez petit me dire, notamment par exemple par rapport à la religion, tout un tas de choses assez étranges, je trouvais. Et je me disais, non mais ça, à un moment, c'est pas possible. Et ça m'a même permis, je trouve c'est intéressant, de commencer à avoir un point de vue critique sur l'adulte et les adultes qui m'élevaient. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elle disait que des bêtises et qu'elle était que désagréable, mais j'avoue que certains points de vue qu'elle pouvait avoir, oui, sur la religion, étaient quand même des superstitions et dans son cas totalement stupides, et aussi des arrangements avec une forme de morale que je trouvais un petit peu douteuse. C'est-à-dire que Dieu était invoqué quand ça l'arrangeait, et quand ça l'arrangeait pas, elle le mettait un petit peu de côté. Voilà. Ben, en tout cas, moi, ça m'a peut-être probablement, sans doute, aidé d'avoir un rapport, beaucoup d'entre vous le savent, hein, j'ai fait 10 ans intensifs d'études et de pratiques de la culture bouddhiste, d'avoir par exemple un recul par rapport à ça. Voilà, un recul par rapport à ma religion d'origine, mais aussi un recul par rapport au bouddhisme, en me disant que je devais aussi garder un point de vue critique et une forme de distance par rapport à tout ça. Et dans les personnages, moi-même, hein, qui m'ont inspiré, évidemment, ça continue, je dirais, après l'enfance et l'adolescence. Il y a certains maîtres bouddhistes, il y a certains enseignants que j'ai rencontrés tout à fait extraordinaires et qui ont continué à m'inspirer. Et alors, vous voyez, pour finir, je pense que tous ces personnages, alors incluant évidemment nos parents réels, tous ces personnages, c'est comme si on les mettait quelque part dans notre tête, qu'on en faisait un mixte et qu'on était avec une réserve de figures identitaires avec lesquelles on peut composer notre propre personnalité. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.